Imaginez demain qu'un généalogiste successoral vous appelle pour vous annoncer que vous êtes l'héritier d'une cousine au 6e degré et que vous êtes copropriétaire d'un château. Il y a de quoi secouer un petit peu votre vie et raconter des anecdotes pendant vos repas de famille. Je m'appelle Axel Panotier, je suis généalogiste successoral au sein du cabinet Couton-Rohrig dans la succursale de Toulouse et j'exerce ce métier depuis maintenant 2 ans. Pour Histoire en héritage, je vais vous faire le récit d'une châtelaine. Axel, prise 1. Nous sommes au printemps 2022. Mon notaire m'annonce qu'on est dans le cadre d'une succession assez atypique, puisque dans l'actif de la défunte, qui s'appelle Madeleine, se trouve un château dont elle était la propriétaire, que, à sa connaissance, cette dame vivait seule, qu'elle n'avait pas d'enfant. Quand on a ce genre de bien, on sait tout de suite que le dossier va être hors du commun. Donc il nous apparaît nécessaire de procéder le plus rapidement possible à ce que l'on appelle un inventaire conservatoire, de le faire le plus tôt possible, puisque le château, de par sa situation, est relativement isolé, a posé des scellés sur chaque entrée. Quelques jours plus tard, nous nous retrouvons, le notaire, le commissaire-priseur et moi-même, au pied de cette demeure imposante. Elle est sur 5 niveaux, il y a environ 4 tours qui lui donnent un aspect très médiéval et on se demande ce qu'on va trouver à l'intérieur. En entrant, on a la sensation de se trouver dans un musée. Il y a des dizaines de tableaux, il y a des statues, il y a des vases, il y a des armures. On sent que le lieu est chargé d'histoire et moi je suis là à me demander si finalement je ne vais pas initier non pas juste l'histoire d'une personne ou de sa famille mais peut-être l'histoire d'une lignée. On découvre un testament holographe, c'est-à-dire qui est rédigé de la main de la défunte, qui n'a pas été déposé chez un notaire et elle va nous laisser quelques notes sur le fait qu'elle regrette de ne pas avoir connu ses cousins, en expliquant qu'il y a eu des dissensions entre ses ascendants et elle souhaitait leur laisser finalement un souvenir en leur léguant la totalité de ses biens. Malheureusement, sans préciser leur identité, sans préciser le degré de parenté, à ce moment-là et sans plus d'éléments, je commence par faire une première enquête de terrain et je vais aller toquer à la porte de quelques fermes qui se trouvent aux alentours. Alors les témoignages sont assez univoques dans la mesure où Madeleine était visiblement une femme très secrète. Les rares fois où on la voyait sortir de son château, elle était toujours très apprêtée, très coquette. Elle portait des fourrures, elle mettait des bijoux. C'était une très belle femme, à tel point qu'elle est rapidement surnommée Brigitte Bardot. Je prends donc rendez-vous auprès de la mairie pour aller rencontrer Madame la maire, qui va me donner quelques informations supplémentaires. Alors Madeleine est née pendant la Seconde Guerre mondiale. Elle s'est mariée avec un homme qui était suisse et au début des années 80, ils ont débarqué de nulle part dans cette petite commune pour acheter ce château. Une poignée d'années plus tard, malheureusement, ils divorcent et au terme du divorce, Madeleine conserve l'entière propriété du château. Madeleine vivait toute seule, n'a pas eu de compagnon, ne recevait personne dans son château. Cette tendance à l'isolement s'est particulièrement accentuée sur les 10 dernières années de sa vie, à tel point que Madame la maire a dû faire intervenir par cette fois les pompiers pour qu'ils enfoncent la porte et qu'ils vérifient que Madeleine était toujours vivante. Mais la 7e fois, les pompiers, en enfonçant la porte, découvrent que Madeleine est décédée. Donc à ce stade, comme on n'a pas de livret de famille, on ne peut se reposer que sur un pur travail de généalogiste pour retrouver les héritiers de Madeleine. On découvre en tout la présence de 9 héritiers. Je les appelle un à un et je leur annonce qu'ils sont châtelains. Ce moment-là est assez extraordinaire. On a quelques secondes systématiquement de silence à l'autre bout du téléphone. Ils sont très étonnés par la situation et je les comprends, je me mets à leur place. Imaginez demain qu'un généalogiste successoral vous appelle pour vous annoncer que vous êtes l'héritier d'une cousine au 6e degré et que vous êtes copropriétaire d'un château. Il y a de quoi secouer un petit peu votre vie et raconter des anecdotes pendant vos repas de famille. Donc l'ensemble des héritiers se montrent excités, enthousiastes et très curieux à l'idée d'hériter d'un château. Mais j'en ai une au téléphone qui est totalement minée par la situation. Elle se sent écrasée en quelque sorte par le poids de l'histoire. Je comprends sa réaction parce qu'on est quand même face à une bâtisse qui a été construite au XVe siècle, qui est classée monument historique. Et cette héritière prend toute cette histoire sur ses épaules et ne sait absolument pas ce qu'elle doit faire. C'est vrai que de manière générale, on aurait tendance à penser que être héritier dans une telle succession, c'est un cadeau qui tombe du ciel. En réalité, pour certaines personnes, c'est plus un poids qu'autre chose. Finalement,
Le château a été mis en vente et les biens qui le garnissaient ont été vendus aux enchères. Pour moi, le fait que le testament n'ait pas été rédigé de la meilleure des manières, on se demande si c'était vraiment sa volonté. On a toute son histoire qui va être vendue à la découpe si elle avait peut-être organisé les choses d'une autre manière, elle aurait peut-être pu conserver un bout de son histoire. Or là, on a la sensation d'avoir l'histoire d'une vie, d'une famille, peut-être d'une lignée qui disparaît.